Bienvenue à tous, je me présente, Cory Del Salem, je suis coordinateur du CARU de Protox à l'hôpital Sainte-Marguerite, service du professeur Lançon. Donc aujourd'hui, l'objet de ma présentation est de vous expliquer un peu l'histoire de la réduction des risques. Vous expliquer l'histoire, l'apparition et le contexte dans lequel est apparue la RDR. Pour cela, je vais vous présenter mon sommaire. Je vais faire une définition de la réduction des risques. Je vais vous expliquer un peu l'histoire, donc l'affaire dite de Bandol. Ensuite, la riposte législative, l'apparition du sida, la naissance de la politique de réduction des risques, l'impact de la RDR sur le plan sanitaire, les différents outils utilisés dans le cadre de la réduction des risques, la RDR dans un CARU de caisse, et pour finir, ma conclusion. Voilà, la réduction des risques, c'est admettre qu'une société sans drogue n'existe pas et n'a jamais existé. Voilà la petite phrase de Nicole Mastracci, qui était magistrate, présidente de la MILT, la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, qui est devenue aujourd'hui la MIDELCA. Donc, nous allons revenir sur la définition de ce qu'est la réduction des risques. Donc, la réduction des risques, la RDR, concourt à la promotion de la santé, au bien-être, à la dignité et à la citoyenneté des usagères et usagers de substances psychoactives. C'est une démarche de santé publique dans la mesure où elle vise à éviter la propagation des maladies, les IST, les infections sexuellement transmissibles, ou d'un problème de santé, comme les mésusages, les overdoses, les bad trips, etc., etc. Elle vise à permettre à l'usager de traverser la phase de consommation avec un minimum d'atteinte sur le plan physique, psychique et social. Il s'agit d'une approche pragmatique et soucieuse de la dignité des personnes, qu'elles soient dans une consommation occasionnelle ou face à une dépendance avérée depuis plusieurs années. Des termes tels que drogué, junkie, toxico, alcoolo, cachetonneur perpétuent des stéréotypes qui marginalisent, créent des barrières empêchant toute aide et toute rencontre. Enfin, les personnes consommatrices ont elles aussi des parents, sont en couple, ont des enfants, une famille et des frères et des sœurs. Cette compassion s'étend jusqu'aux familles et aux communautés de personnes qui consomment des substances. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la définition de la réduction des risques. Nous allons faire un peu d'histoire. En 1969, l'affaire dite de Bandol. Donc Martine, 17 ans, est retrouvée morte dans les toilettes du casino de Bandol suite à une overdose d'héroïne. Suite à cela, s'ensuit une pression médiatique et de l'opinion publique. Une loi est votée interdisant et pénalisant l'usage de toute substance stupéfiante en 1970. Donc voilà ce que dit cette loi. En France, la politique de lutte contre les drogues s'articule autour de la loi du 31 décembre 1970, relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite de substances vénéneuses. Voilà, pour la première fois en France, l'usage de drogue devient un délit, quelles que soient les modalités de consommation. Est associé au volet répressif un volet thérapeutique, qu'on appellera l'injonction thérapeutique, qui stipule qu'aucune poursuite judiciaire si le toxicomane accepte de se définir comme malade en s'inscrivant dans une démarche de soins ayant pour objectif final le sevrage. Dans la même continuité, donc, nous allons parler du décret de 72. En 1972, un décret est paru, ce décret relatif aux conditions de délivrance de seringues. Donc, dans un contexte de guerre contre la drogue, Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre de l'époque, signe un décret qui va supprimer la vente libre des seringues en pharmacie. Donc l'article 1, les seringues et les aiguilles destinées aux injections parentérales ne peuvent être mises en vente au public que dans des officines de pharmacie. Et vous voyez l'article 2 qui organise un peu la délivrance, donc avec la présentation d'une ordonnance d'un médecin généraliste, d'un chirurgien dentiste, d'un vétérinaire ou d'une sage-femme. Donc on voit bien que ça se rigidifie de plus en plus. Et voyez le dernier paragraphe, donc le reçu, donc obligation de garder le reçu pendant 1 an, si besoin d'être contrôlé par les autorités compétentes, police ou des pharmaciens inspecteurs de la santé.
Toutes ces mesures vont planter le décor de la catastrophe sanitaire qui s'annonce, le sida. 1982, apparition d'une nouvelle pandémie, la maladie des 4H. Pourquoi 4H? Parce que celle-ci touchait en particulier les homosexuels, les héroïnomanes, les haïtiens hétérosexuels et pour finir les hémophiles. En 1984, le premier cas de décès lié au VIH d'un usager de drogue est enregistré. Le sida devient la première cause de mortalité chez les usagers de drogue. En 1987, 342 nouveaux cas de sida sont enregistrés chez les usagers de drogue. En 1990, 906 nouveaux cas de sida. Et en 1993, pic de l'épidémie chez les UDVI, 1489 cas de sida. Ensuite, nous allons voir en tableau, retraçant un petit peu tous ces chiffres que je vous ai présentés. Donc, vous voyez bien en haut le chiffre concernant le nombre de cas de sida chez les UDVI. Donc, on voit bien la courbe ascendante de 90 à 93, et ensuite légère diminution jusqu'à 95, et ensuite de 95 à 97, un basculement, hein, donc nous allons voir pourquoi, et ensuite une stagnation jusqu'en 2004. Vous voyez le second tableau qui est juste en bas, qui vous montre la période de 98 à 2006, où chez les UDVI, UDVI c'est les usagers de drogue par voie intraveineuse, où nous allons voir le nouveau cas de sida. Quand nous parlons de cas de sida, c'est le dernier stade de la maladie par le VIH, il y en a 3, le stade A, B et C. Le stade de SIDA, c'est le stade C, c'est-à-dire l'apparition de toutes les maladies opportunistes chez les immunodéprimés. Donc, et nous voyons bien une diminution de cas de sida. En 98, on est environ à 1900 et quelques cas. Et on va arriver à peu près à 494 en 2006. Donc, vous voyez, chez les UDVI, c'est 25. Nous allons voir une autre courbe qui vous explicite un peu, on va dire, ces paramètres. On voit bien en 98, ça c'est le nombre de décès, on est à 325 environ, et arrivé en 2016 à 36 cas de décès de sida, stade sida pour les personnes UDVI, usagers de drogue par voie intraveineuse. L'enquête Coquelicot, qui a été faite dans les hébergements d'urgence, les XAPA et les CARUD, nous concernant à Marseille, nous arrivons à un chiffre de 129 personnes qui ont donné l'autorisation pour participer à l'enquête. Sur les 129, il y a 31% qui sont séropositifs au VIH et environ 66% au VHC. Nous allons voir la même enquête en 2011. Voilà, la séroprévalence du VIH et du VHC par agglomération et département chez les UDVI. Donc, toujours pareil, hébergement d'urgence, XAPA et CARUD. Donc, concernant notre ville à Marseille, nous attendions à peu près 18% de personnes VIH positifs et VHC positifs, environ 58%. Une légère diminution par rapport à 2004. Donc, nous allons voir la cinquième diapositive, qui est la naissance de la politique de réduction des risques. Je l'ai appelée de l'expérimentation à la politique de santé publique, et nous allons voir pourquoi. 1985, l'association Aide délivre des seringues en toute illégalité. Des pharmaciens commencent à briser les règles du décret de 72. En 86, une expérience britannique se fait donc, sur 2 villes, Glasgow. Donc l'étude de 86 révèle que la séroprévalence VIH dans la population héroïnomane de Glasgow, qui a mis en œuvre la vente libre de seringues en pharmacie depuis 1 an, n'est de 5 à 10%. Alors que dans le même temps, à Édimbourg, ville proche aux caractéristiques similaires, mais qui n'a pas tenté les mesures de réduction des risques, le taux de séroprévalence grimpe de 45 à 50% chez les UDVI. 1985,
Michel Barzac, ministre de la Santé, prend des nouvelles mesures donc, de modification de la loi de 72. Donc, et ces mesures sont les prémices officielles de réduction des risques liés à l'usage de drogue en France. Donc, elle autorise pour une durée d'1 an, à titre expérimental, la mise en vente libre des seringues en pharmacie pour les personnes majeures. Il y a l'abrogation du décret de 72 qui réglementait jusqu'alors l'accès aux seringues. En 88, Médecins du Monde aide ECLS qui est Ensemble contre le sida, des associations militantes de terrain auprès des UDVI. Donc avec l'aide d'usagers, s'engage dans des programmes d'échange de seringues, PES, dans la rue et dans la clandestinité. En 1989, 3 programmes d'échange de seringues expérimentaux sont créés, pilotés notamment par Médecins du Monde et Aide en particulier. En 1992, une trousse dite Steribox est expérimentée par 1000 pharmaciens volontaires et diffusée au niveau national en 1994. 1994, apparition des premiers automates distribuant ces trousses de prévention. Et le 7 mars 1995, donc un décret qui modifie de nouveau le décret de 72, un décret Veil et Douce-Blazy, qui sont ministres de la Santé. Et en 1995, des associations sont autorisées à délivrer gratuitement les trousses de prévention, les CAP, Médecins du Monde, Aide, ASSU, contenant des seringues, ampoules d'eau, tampons et préservatifs. Donc, de nouveau, il y a une circulaire qui apparaît en 1995 qui est relative à la prévention des risques infectieux chez les usagers de drogue par voie intraveineuse et à l'accessibilité au matériel d'injection stérile. Donc, cette circulaire accentue les efforts et de mise en œuvre de nouvelles actions pour favoriser la diversification des modes d'accès au matériel stérile, accompagner l'action des pharmaciens, conduire une concertation préalable avec les partenaires locaux et évaluer les actions conduites. Et en 2004, une loi est votée pour la création des CARUD, des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. Donc en fait, l'État reconnaît et met en place des dispositifs de réduction des risques. Et un autre décret en 2005, en fait, qui approuve toutes les actions de la politique de réduction des risques et les inscrit dans la politique de santé publique, avec des financements sécurité sociale. Bon, nous allons voir maintenant l'impact de la réduction des risques sur le plan sanitaire. Voici un graphique qui est le même que je vous avais présenté précédemment. Alors, la différence qu'il va de 84 en 2008 et avec des informations, on va dire, particulières. Ce graphique vous démontre qu'en 87, modification de la loi du décret de 72 avec la possibilité d'accéder aux seringues en pharmacie. Ensuite, nous voyons qu'à 95, la courbe descend légèrement et nous voyons une flèche qui nous indique qu'à ce moment-là, c'était en 95, milieu 95, que la substitution, entrée de la substitution, quand on appelle entrée de la substitution, c'est-à-dire que la possibilité pour les médecins généralistes de prescrire le Subutex, beaucoup plus diffusé largement que la méthadone. Et ensuite, nous voyons 97, accès aux thérapies antirétroviraux, donc, et qui accompagne la descente de nouveaux cas de sida chez les UDVI jusqu'à arriver en 2008 à 51. Donc, l'impact de la politique de réduction des risques, vous la voyez là concrètement sur ce graphique. Donc, un autre graphique, lui qui vous démontre le nombre de décès au stade sida chez les UDVI, donc qui va de 98 à 2016. Donc, on était à peu près à 320 avec un petit pic en 2002 qui se résorbe jusqu'à arriver en 2016 à 36 personnes mortes en stade sida chez les UDVI. Donc là, on constate bien concrètement en fait les effets concrets de la politique de réduction des risques. Je vais vous présenter un reportage de la télévision québécoise. Ce reportage se passe au Portugal, à Porto en particulier.
Alors, sur la situation des usagers de drogue dans un contexte d'usage de drogue et d'épidémie de sida, alors ça se passe dans les années 2000, on pourrait le retranscrire en France de ce qui s'est passé dans les années 80-90. C'est la même histoire avec les mêmes conséquences et les mêmes effets. Donc, avec ses ruelles sinueuses, ses quartiers pittoresques, Lisbonne réussit presque à faire oublier une page sombre de l'histoire récente du Portugal. João Farina peut témoigner des ravages de la drogue dans son pays. I need 30 years or more to leave the drugs, and now I'm clean. Pendant 30 ans, il a consommé. Alors que l'épidémie était à son plus fort, autour de lui, des amis ont perdu la vie. In the past, I have lost a 3-4 close friends. Dans les années 90 au Portugal, la consommation de drogue prenait des proportions alarmantes. 100 000 personnes étaient accros à l'héroïne. C'est 1% de la population. Aucune classe sociale n'était épargnée. À cette époque, c'était pratiquement impossible de trouver une famille qui n'avait pas de problèmes avec les drogues. Face à cette crise, le Portugal a pris les grands moyens. En 2001, le gouvernement a décriminalisé l'usage et la possession de toutes les drogues. Les trafiquants sont toujours considérés comme des criminels, mais pas les consommateurs. Les toxicomanes sont dorénavant traités comme des malades. Le docteur Goulao, ancien médecin de famille, est l'architecte de cette réforme majeure. Le Portugal a abandonné la répression et le rêve inaccessible d'une société sans drogue. Complètement utopique. Nous savons que ça n'arrivera pas. Mais en pratique, comment ça fonctionne? Cette jeune femme a été interpellée par les policiers en fin de semaine. Même si elle avait du hashish sur elle, elle ne fera face à aucune accusation. Ce matin, ce n'est pas un tribunal qui l'attend, ni un juge. Elle a plutôt rendez-vous avec des professionnels de la santé. Au Portugal, toute personne prise avec une quantité de drogue qui équivaut à moins de 10 jours de consommation est convoquée devant une commission de dissuasion. Médecins, travailleurs sociaux et psychologues évaluent sa consommation et décident des mesures à prendre. Le comité peut simplement fermer le dossier, imposer des travaux communautaires ou une amende. The sanctions we apply are basically the same as the driving without a seatbelt. Les sanctions ne sont pas plus graves que pour une contravention de stationnement ou encore conduire sans sa ceinture. Le comité essaie d'abord de renseigner et de recommander des traitements si nécessaire. We don't moralize them. We don't tell them that what they are doing is wrong. Le but n'est pas de faire la morale. S'ils font le choix de continuer à consommer, au moins ils seront mieux informés. Une approche ouverte des conseils utiles, même si elles ne considèrent pas avoir des problèmes de consommation. Mais pour d'autres, aucun doute, le système portugais a tout changé. Bruno avait perdu le contrôle de sa vie. Sa dépendance lui a coûté son emploi. Il ne pouvait plus prendre soin de sa fille. Cette équipe d'intervenants sur le terrain lui a permis de se reprendre en main. Ça m'a sauvé, dit-il. Ces unités mobiles, financées par le ministère de la Santé, arpentent les rues de Lisbonne et distribuent des doses quotidiennes de méthadone, un substitut à l'héroïne. Les utilisateurs ont accès à un médecin sur place. En 20 ans, le docteur Gomez a vu les changements. Overdose tous les jours. Autrefois, les appels pour surdose étaient quotidiens. Plus maintenant, l'état de santé des patients s'améliore. Même le rapport, la relation entre les techniciens et le niveau de confiance a évolué positivement.
C'est justement pour bâtir des ponts que João travaille auprès des toxicomanes. Lui et son équipe connaissent bien cette ancienne gare. C'est un repère pour les consommateurs d'héroïne. I need drugs every day, How many times a day? 6, 7, 8. Cet homme n'est pas le seul à s'injecter plusieurs doses par jour. Pour réduire les infections, l'équipe distribue des seringues neuves et récupère celles qui ont été utilisées. Mais il faut plus. Il n'y a toujours pas de site d'injection supervisé au Portugal et les intervenants sur le terrain n'ont pas accès à l'analoxone pour traiter les surdoses. 2 or 3 months, one person died here with overdose and you can do nothing for help. Il y a 2 ou 3 mois, une personne est morte ici et nous étions impuissants, explique João. Certes, le modèle portugais n'est pas parfait, mais bien peu de gens reviendraient en arrière. Les chiffres sont éloquents. Pour environ 360 surdoses mortelles par année au milieu des années 90 au Portugal, il n'y en avait plus que 40 en 2015. Chez les toxicomanes, le nombre annuel de diagnostics de VIH-Sida est passé de près de 1800 à seulement 44 au cours de la même période. La criminalité, elle aussi, a diminué et les personnes dépendantes sont plus nombreuses à recevoir de l'aide. Le docteur Goulao insiste, c'est le résultat de tout un système, pas seulement de la décriminalisation. Il faut travailler beaucoup et offrir des réponses diverses, travailler à la prévention aussi, mais surtout offrir le traitement à tous ceux qui en ont besoin. Les défenseurs du modèle portugais sont convaincus qu'il offre beaucoup plus. Since 2001, we start to give people humanity. Nous redonnons aux gens humanité et dignité. João a retrouvé la sienne et veut redonner à son tour. Help the others in the way someone helped me. Sa mission est un peu à l'image de l'approche portugaise, aider sans juger, sans condamner. Alors Louis, on vous retrouve ici. On voit bien que ça fonctionne pour le Portugal, mais est-ce que c'est réaliste de penser qu'un modèle comme celui-là pourrait être exporté chez nous? D'autres pays ont choisi de suivre l'exemple du Portugal. On n'a qu'à penser à la Norvège, par exemple, qui a choisi de décriminaliser à la fin de l'année 2017. Est-ce que c'est possible au Canada? On a posé la question à celui qui a été l'architecte du modèle portugais, le Dr Goulao. Il pense que le Canada n'a rien à perdre vu l'ampleur de la crise à laquelle il fait face. Il s'est lui-même rendu à Vancouver pour constater les ravages causés par le fentanyl. Il pense que le Canada pourrait bénéficier d'une approche qui est mieux coordonnée, mieux structurée. Il pense aussi que, peu importe le pays, le fait de criminaliser comme ça les toxicomanes ne fait que les pousser davantage en marge du système de santé, ne fait que les stigmatiser davantage. Oui, et on en est où ici? Qu'est-ce qu'en pensent nos politiciens? J'ai parlé à plusieurs élus du Parti libéral du Canada qui sont un peu résistants, je vous dirais, parce qu'il faut dire que politiquement, c'est très délicat comme proposition. Déjà, les libéraux en ont plein les bras avec la légalisation du cannabis, mais là, en plus, avec le modèle de la décriminalisation, il faudrait vraiment l'expliquer très bien aux Canadiens, faire la distinction entre décriminaliser et légaliser. Je vous dirais qu'en fin de semaine, il va y avoir un débat sur cette question au Congrès du Parti libéral. Vous allez entendre une députée qui va voter en faveur de cette résolution. Vous allez voir que la ministre de la Santé, elle, a choisi de fermer la porte rapidement avant même que le débat n'ait lieu. On les écoute. Je crois que le fait de décriminaliser et de regarder la toxicomanie comme un problème de santé plutôt qu'un problème de justice pourrait commencer à nous donner des pistes de solutions beaucoup plus à long terme. J'ai bien hâte d'entendre tous les points de vue, c'est ce que je veux dire. Et puis, mais encore une fois, je dois dire que notre premier ministre a été très clair dans ses interventions que ce n'est pas la direction que notre gouvernement va aller. Alors, si on suit aux propos de Mme Petitpas-Taylor, ça ne se retrouvera pas dans le programme libéral de sitôt. Il y a un parti en ce moment au Canada qui a ça dans son programme, en fait, parmi les 3 principaux partis. C'est le NPD, justement, une formation politique qui essaie de se distinguer des libéraux. Intéressant. Merci, Louis. Je vous en prie. Voilà, vous avez bien compris que ce reportage, c'était sur Lisbonne et non Porto, hein, veuillez m'excuser. Donc, nous allons voir maintenant les différents outils de la réduction des risques. Voilà, les panels de matériel qui sont à disposition dans le cadre de cette politique de santé pragmatique et objective. Donc, je vous présente un peu tous les matériels qui sont à notre disposition.
Voilà, donc vous voyez à gauche les préservatifs masculins, féminins avec le gel, les stéribox, les seringues de différentes capacités. Ensuite, les différents filtres qui sont à disposition aussi. Les roules tapailles, ce sont des feuilles dans le cadre de lutte contre le VHC, donc des feuilles pour pouvoir sniffer soit les médicaments qui ont été pilés, soit la cocaïne ou l'héroïne. Ensuite, vous avez les différents filtres toupie, la pipe à crack et la feuille d'alu avec pour l'acide ascorbique pour baser un peu la cocaïne. Il y a les automates, donc outils supplémentaires dans le cadre de la politique de réduction des risques, donc automates, donc soit par jeton, soit par seringue, afin de bénéficier d'un nouveau cap ou kit. Donc voilà le récupérateur de seringues, donc en échange de seringues usagées récupérées, les personnes bénéficient d'un cap tout neuf. Préférence. Ensuite viennent en complément de tous ces outils-là, la salle de consommation à moindre risque, les SCMR. Donc 2 sont ouvertes actuellement en France, à Paris, à Strasbourg. Bordeaux devait en accueillir une, Bordeaux s'est désisté. Aujourd'hui, on parle de l'ouverture d'une salle de consommation à Marseille. On attend l'autorisation des pouvoirs publics. Ensuite, pareil, les outils de réduction des risques. Nous avons des flyers, donc comment injecter en moindre risque. Les couleurs vertes, c'est risque moindre. Orange, risque accru. Et rouge, risque gravissime. Donc avec des explications sur les endroits à éviter, les endroits à proscrire, et des conseils d'injection. Là, j'ai gardé une affiche, je vous présente une affiche des autorités québécoises. Pareil, donc voilà, regardez le niveau de risque selon les sites où vous injectez. Donc vert, c'est risque faible. Couleur marron clair, risque moyen. Marron foncé, risque élevé. Ensuite, nous avons les flyers, différents types de flyers concernant les différents modes de consommation et des produits. Voilà. Par exemple, vous avez des flyers qui vous expliquent comment injecter à moindre risque, chasser le dragon, donc c'est une forme de consommation où on brûle sur le feuille d'aluminium le produit et on inhale les fumées. Comment prévenir les overdoses, guide pratique d'usage de drogue, flyers sur chaque produit et ses modes de consommation. Et pour finir, le dernier outil à notre disposition actuellement, qui est le NALSQ, donc qui est de la non-scol en spray nasal. C'est un antidote des opioïdes indiqué dans le traitement d'urgence et des overdoses. Donc, en fait, c'est du Narcan, sous forme de spray nasal. Après avoir passé en revue tous les outils de réduction des risques qui sont à notre disposition en France, nous allons faire un récapitulatif, en fait, des grands succès de la réduction des risques. Donc, nous allons commencer par les chiffres de contamination par le VIH. 1989, 40% de la population des UDD, ces usagers de drogue, étaient directement concernés par les nouvelles contaminations par le VIH. Et vous voyez qu'en 2019, ça ne représente plus que 1% des nouvelles contaminations. Alors, comme le démontrent les données épidémiologiques, la réduction des risques a prouvé son efficacité sur le plan sanitaire, donc en empêchant la contamination de nouveaux usages par le biais de distribution de matériel de réduction des risques, donc des capes ou des kits, en permettant aux usagers de drogue d'avoir accès aux soins, en particulier aux traitements antirétroviraux pour le VIH et pour le traitement de l'hépatite C, en facilitant l'accès aux traitements de substitution, en méthadone ou Subutex. On a constaté une diminution de 75% du nombre d'overdoses mortelles, et grâce aussi au dépistage préventif, grâce au TROD, donc le TROD, c'est le test rapide d'orientation et de diagnostic, VIH-VHC, et également par la mise à disposition du NALSQ, donc, qui est du Narcan en spray. Sur le plan social, la politique de réduction des risques a révélé que la capacité des usagers de drogue à se protéger du VIH et du VHC
quand on leur donnait les moyens de pouvoir s'en prémunir, en allant au-devant des usagers de drogue les plus marginalisés sur leur lieu de vie grâce aux travailleurs pairs, donc des usagers ou ex-usagers qui interviennent dans la réduction des risques, en permettant l'ouverture de lieux à base d'exigences telles que les boutiques, donc les carudes ou les sleeping, accueil de nuit, qui sont aussi des carudes. Et au niveau national, donc la politique de réduction des risques est à l'origine de la création des carudes, des centres d'accompagnement et d'aide à la réduction des risques pour les usagers de drogue en 2004. Alors, nous allons voir un peu ce que c'est la réduction des risques dans un carude. C'est un lieu inconditionnel où le non-jugement est de rigueur. C'est un lieu de rencontre, d'écoute, de pause et de prévention. C'est une boutique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle boutique? C'est un lieu où on prévient les IST, les infections sexuellement transmissibles, VIH, VHC en particulier. C'est un lieu où on distribue du matériel de consommation à moindre risque, des kits, des capes avec des roules à paille, des pipes à crack, tout ce qui est filtre pour une nouvelle consommation, de médicaments en particulier. C'est un lieu où on fait de la prévention aussi. Et un lieu aussi où on récupère du matériel d'injection usagé. C'est un lieu où on évalue avec un professionnel ses pratiques de consommation dans le cadre de la préservation de sa santé. C'est aussi également la possibilité de se toucher, de laver et sécher son linge, de bénéficier de soins infirmiers et pouvoir se faire dépister grâce au TROD, test rapide d'orientation diagnostique, donc au virus VIH, VHC, et aussi, donc, dernier outil dont on parlait précédemment, c'est la mise à disposition du NALSQ, donc c'est du Narcan en spray. Donc, c'est rencontrer différents professionnels, animateurs pairs de prévention, des infirmières, infirmiers, des éducateurs spécialisés, des assistantes sociales et, quand cela est possible, un médecin généraliste. Alors, je vais vous présenter de nouveau un petit reportage qui résume un peu tout le travail qui est fait et qui vous permettra de visualiser. C'est toujours mieux de voir, je pense que... Alors, c'est un carré de Lillois dans lequel le reportage s'est fait. À Lille-Moulin, le CARUD accueille chaque année 1000 personnes toxicomanes. L'antenne gérée par l'association La Sauvegarde du Nord distribue des kits permettant la prise sécurisée de drogue. C'est aussi un lieu de repos où les usagers peuvent prendre un café, une douche ou laver leurs vêtements. Ils sont aussi écoutés. Il y a une équipe pluridisciplinaire composée d'infirmiers pour faire des soins, de la bobologie, un abcès, une coupure, une blessure au pied, des travailleurs sociaux qui viennent accompagner les personnes dans des démarches administratives, parce que la plupart, à un moment donné, se disent tiens, avec la CAF, pour mon logement, ou j'ai envie d'arrêter d'être à la rue. On est vraiment, je dirais, à disposition de l'usager en fonction de son projet. Le centre d'accueil envoie aussi des colis gratuitement à tous ceux qui ne veulent pas, par réserve, ou qui ne peuvent pas se déplacer pour bénéficier de ces kits de réduction des risques. C'est une personne qui a déjà commandé chez nous et là qui est en urgence, qui contacte ce matin en disant comme on s'engage à envoyer le colis dans la journée, voilà, qui nous précise qu'il a une soirée justement à cet effet jeudi et donc il a besoin absolument du matériel dans les 48 heures. Donc c'est un matériel que je vais conditionner après sous carton et qui va partir directement à la poste derrière. Le local lillois voit chaque jour des dizaines de personnes venir chercher un peu d'aide, chacun pour des raisons diverses, comme Anthony, 35 ans, qui vient se fournir en kit. On a besoin de ces carudes, s'ils sont là, c'est pas pour rien, quoi. Vous-même, vous consommez quoi? Ouais, cocaïne, héroïne. Ouais. Ça fait 5 ans. Ouais. Comment ça a commencé? Ça commence comme tout le monde a commencé. Ouais. C'était festif au début, ouais. Après, ça devient... On est obligé d'en prendre pour être bien. Bien sûr, c'est important d'avoir du matériel propre. Bien sûr, c'est très, très important. Mais imaginez-vous, ils n'auraient pas de... Si ils n'ont pas de carude, ils ramassent des seringues par terre. Expliquez que des seringues, peut-être ils ont le VIH, ils ont peut-être l'hépatite C, ils ont peut-être
Voilà. D'autres comme Jamel, 43 ans, sont davantage en recherche d'aide pour entamer un possible sevrage. Je suis consommateur de U. Là, j'essaie d'arrêter. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas consommé. Je viens ici parce que le stress, l'angoisse, quand je suis à la maison, je suis tout seul, je vis dans un foyer. Ça fait que je passe ici, je passe le temps, je déjeune, je prends ma douche, on discute, on parle, on rigole. Et ça fait passer le temps, on discute. Parce que rester à la maison, à stresser, angoissé, tu fais des courses, tu as de l'argent, tu te dis allez, je vais chercher un petit truc, puis je vais te taper, ta journée, je vais pas l'avoir passée. C'est ça, à un moment. Ma vie était comme ça. Depuis que je suis venu ici, ça a changé. Pour conclure, cette démarche participative et pragmatique a permis de considérer la personne usagère de substances psychoactives comme un partenaire à part entière, un acteur soucieux de sa santé et de celle des autres. Formé à la réduction des risques, il est devenu un agent de prévention incontournable envers ses pairs. Et compte tenu de ces résultats positifs, la question s'est donc posée à bon endroit de l'introduction de la réduction des risques dans le champ d'autres problématiques, comme celles liées aux usages d'alcool. Pour conclure, comme disait François Giroud, si le sida ne s'attrapait qu'à travers de seringues, il n'intéresserait personne. Je vous remercie de votre attention.